Ben oui, donc il est déjà 7h37, 19h37, donc je pense que nous pouvons entamer cette rencontre sur les États-Unis. Donc nous avions pensé la programmer plus tôt dans l'année, de façon à être plus proche de l'investiture de Joe Biden. Mais voilà, de retard du bulletin, retard d'hiver, nous avons déplacé donc du 4 février au 4 mars. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Pierre Vurians, le professeur Pierre Vurians, donc politologue à l'Université de Liège, bon, qui n'est pas vraiment un spécialiste des États-Unis, mais qui peut quand même nous en parler. Il nous a été demandé pourquoi diable aller mettre Amanda Gorman dans notre titre, sinon comme accroche publicitaire. Il y a bien de l'accroche publicitaire là en dessous, mais il y a aussi un point d'interrogation. Et une toute petite parenthèse de traductrice à propos d'Amanda Gorman et de son poème, du poème qu'elle a lu le jour de l'investiture. Vous avez peut-être entendu qu'une maison d'édition néerlandaise avait demandé à un traducteur ou une traductrice, son genre ou sexe est pas très clair vu que c'est une dame qui est devenue un monsieur, de le traduire, et c'était avec l'accord de l'autrice. Mais grand tollé, parce que cette traductrice est de peau blanche. Et comment pourrait-on, diable, traduire quelqu'un d'aussi africain-américain qu'Amanda Gorman en étant de peau blanche? Et je me demande donc comment, moi, une femme blanche, belge, j'ai bien pu traduire un auteur homme, caribéen, et tout pétri de culture des Caraïbes. Et enfin, qu'est-ce que c'est pour de la folie? Voilà, fin de la parenthèse sur la traduction. Et je donne la parole à Pierre Vurians. Merci encore. Merci beaucoup. Effectivement, j'avais prévu de commencer en rappelant quand même que Amanda Gorman n'est pas au pouvoir. Donc ce n'est pas elle qui va faire la politique présidentielle américaine. Et vous avez remarqué quand même durant j'ai envie de dire les 12 dernières années, donc le mandat de Trump et les mandats d'Obama, que le président des États-Unis ne fait pas la politique des États-Unis non plus tout seul. Donc l'équilibre des rapports de force politiques au Congrès, donc au Sénat et à la Chambre, est fabriqué d'ailleurs pour contrebalancer le pouvoir du président. C'est quand même un des éléments fondamentaux, je pense, des États modernes, pour simplifier, c'est que avec le système américain et puis après, à la Révolution française, ce qu'on a voulu mettre en place dans les constitutions d'État de droit, ce ne sont pas du tout des systèmes de prise de décision, c'est des systèmes de frein à la décision. C'est ça qu'il faut comprendre. Je dirais le système américain est un système qui est fait pour que les sénateurs se disputent avec les députés à la Chambre des représentants et pour qu'ensemble ils se disputent avec le président. Et donc c'est un système qui est fait pour freiner le plus possible les décisions qui pourraient être considérées comme non démocratiques par l'un ou l'autre de secteur. Donc, c'est quand même un élément important, me semble-t-il, pour comprendre cette logique-là. Et donc, ce n'est pas parce qu'une poétesse est venue lire un texte, quelle que soit la couleur de sa peau, et quelle que soit la couleur de la peau de ses traducteurs, qu'effectivement, on peut en inférer que la ligne politique va être modifiée. D'ailleurs,
vous vous souvenez tous hein, de la politique de Barack Obama, qui était un des rares présidents à avoir une ligne qui était presque de gauche, avec un programme de soins de santé répartis dans la population. Et vous avez vu comment, pour que quelque chose passe, il a dû complètement transformer son projet et en faire quelque chose qui est très éloigné en fait de ce qu'il voulait faire au départ, parce qu'effectivement, il a dû tenir compte des rapports de force. Mais ce qui m'intéressait, a priori, quand Christine m'a demandé de parler, c'était le rapport des États-Unis au reste du monde, puisque pour les Américains, nous faisons partie simplement du reste du monde, hein, il ne faut pas oublier. Et donc là, déjà, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Donc je pensais un petit peu, d'abord, peut-être baliser le débat, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent d'ailleurs des parties de la politique américaine bien mieux que moi, lancer un peu le débat en rappelant d'abord que la politique étrangère des États-Unis, elle a toujours balancé entre deux pôles. Le premier, j'ai envie de dire, c'était celui que les Américains ont longtemps défendu, c'est l'isolationnisme. Donc, on ne va pas se mêler des affaires de ces fous d'Européens et on va les laisser se taper dessus tant qu'ils veulent. Et puis, à un moment donné, ils ont basculé, je dirais, parce qu'ils ont été pris à partie, dans l'impérialisme. Et donc, on est passé d'une logique nous sommes les meilleurs du monde, d'ailleurs Dieu nous a bénis, et c'est toujours pratique, hein, puisque Dieu ne dit jamais le contraire, donc Dieu nous a bénis, et donc voilà, on va vivre tout seul sur notre île, et on se moque pas mal de ce que les autres pensent et disent et font, à une logique où ils se disent, ben, si on commence à vendre des biens à un des belligérants et que l'autre des belligérants nous attaque, ça ne va pas du tout. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans la guerre, aussi bien la première, j'ai envie de dire, que la deuxième, parce que, je dirais, entre le fait que les Japonais attaquent les Américains et le fait que l'imbécile d'Adolf Hitler déclare la guerre aux Américains, il n'y avait aucun lien, tout simplement. Ça, c'est important de comprendre aussi que les Américains rentrent en guerre contre l'Allemagne, je dirais, grâce à la bêtise d'Adolf Hitler. Hein. Donc, c'est un truc assez drôle à observer. Enfin, c'est un truc, moi, qui m'a toujours frappé, en fait. Donc, donc, je vous rappelle la géopolitique de ce moment-là, parce que c'est quand même un truc qui a des conséquences énormes. Donc les Américains sont en tension politique avec le Japon. Alors Christine va nous raconter l'histoire de traduction malencontreuse qui fait que dans cette montée en tension, à un moment donné, les Américains écrivent aux Japonais en disant « On a bien reçu votre question et on y répondra plus tard ». Et en fait, le terme qu'ils utilisent ressemble au mot français « Nous réservons notre réponse ». Et les Japonais font une erreur de traduction, comme quoi c'est pas seulement la couleur de la peau, c'est aussi la connaissance précise de la langue de l'autre. Et le texte devient nous nous interdisons de répondre, réserver sa réponse et nous ne répondons pas. Donc, alors, et de là, les Japonais se disent, bah, puisqu'ils ne veulent pas discuter, alors on fait la guerre et on lance Pearl Harbor. Alors, les tensions étaient déjà fort élevées, hein, parce qu'il y avait effectivement en fait, il y avait un lockout pétrolier, je suppose que tout le monde le sait ici, il y avait un lockout pétrolier depuis le mois de septembre, hein, 41, de la part des Américains, un bloc, comment est-ce qu'on appelle ça, un blocus, hein, oui, donc ils empêchaient le pétrole d'arriver au Japon. Et donc les tensions étaient très fortes, et puis voilà, les Japonais se lancent dans cette attaque le début décembre. Et alors ce qui est passionnant, c'est que Hitler, au nom de son alliance avec les Japonais, déclare la guerre aux États-Unis. Mais alors les Américains sont obligés de dire que forcément ils vont déclarer la guerre à l'Allemagne aussi. Mais par contre, les Japonais ne vont pas du tout faire l'inverse. Les Japonais ne déclarent pas la guerre à la Russie. Alors que l'Allemagne était en guerre contre l'Union soviétique, hein, vous le savez tous, depuis le mois de juin 1941. Et les Japonais ne déclarent pas du tout la guerre à l'Union soviétique. Et c'est
très drôle de voir que, je dirais, cet imbécile d'Adolf Hitler se réussit à se mettre à dos la plus grande puissance industrielle du monde, alors que d'une certaine manière, les Américains étaient un petit peu en dehors du jeu. Oui, c'est vrai ils avaient fait des prêts à long terme aux Anglais et qu'ils étaient plutôt du côté anglais, mais pas tous les Américains. Vous vous souvenez que Joe Kennedy, le père de John et de Bob, lui prônait l'alliance avec les nazis. Hein, donc il était rigoureusement, enfin très fort pro-nazi, Joe Kennedy. Et donc vous avez cette logique-là qui me paraît moi tout à fait étonnante. Bien, bref, mais ça veut dire que l'impérialisme américain, c'est un petit peu un accident. Ce qui arrive après la Deuxième Guerre mondiale, avec cette domination, ça n'avait pas été vraiment prévu. C'est un truc qui est assez impressionnant à voir, quoi. Il y a quelques bouquins qui ont été écrits sur la logique de décision américaine au moment du basculement vers la guerre et puis après sur les prises de responsabilité, on voit qu'en fait, il s'agit plus d'improvisation et de gestion de la guerre froide, puisque dès le moment où ils fabriquaient la bombe atomique, les généraux américains disaient qu'ils préparent une bombe pour le Japon et les autres contre l'Union soviétique. Hein, donc, c'était pas ça, ils avaient prévu, mais le reste, ils n'avaient pas vraiment prévu. Et donc, maintenant, je dirais, on a eu des politiques américaines qui passaient de l'isolationnisme à l'impérialisme avec des basculements absolument pas pensés. Je dirais, quand George W. Bush est obligé de faire face aux attaques du 11 septembre 2001, il n'a pas encore fini de mettre au point son équipe présidentielle. Et en fait, il était dans une politique isolationniste. Il s'en foutait du reste du monde. Il était dans cette logique-là, avec ses soutiens, ce qu'on appelait à l'époque les néoconservateurs. Hein. En américain, on utilisait que la première syllabe, ça fait le néocons, mais traduit en français, ça fait néocon, bon, etc. Bon, c'est pas exactement ce qu'il voulait dire, enfin bon. Cette politique des nouveaux conservateurs, c'était vraiment de l'isolationnisme. Et puis, à cause de l'attaque d'Al-Qaïda, ils sont obligés de redevenir impérialistes. Ce que, j'ai envie de dire, il n'était plus tout à fait depuis 1992, j'ai envie de dire, depuis l'arrivée de Clinton, puisque là, Clinton n'avait aucune envie de faire de l'impérialisme, il voulait relancer l'emploi localement, etc. Et donc voilà, entre impérialisme et isolationnisme, la politique américaine a basculé vis-à-vis des autres, et bizarrement, d'ailleurs, les autres, quand ils veulent bien s'entendre avec les Américains, ils traduisent la politique impérialiste par du multilatéralisme. Mais donc c'est l'utilisation par les Américains des organisations internationales pour imposer leur avis. Et c'est intéressant à observer parce que d'une certaine manière, quand la Chine fait la même chose avec l'Organisation mondiale de la santé, là, on oublie complètement que la Chine fait du multilatéralisme et on dit que c'est tout simplement de l'impérialisme. Et on oublie de dire que pour les Américains, c'est la même chose. En fait, dès le moment où on s'investit réellement dans une organisation internationale, c'est quand même qu'on a envie de peser dessus de façon très significative. Voilà. Alors, à côté de cette politique internationale et du regard des Américains sur le reste du monde, que va faire Biden? J'ai envie de dire, il va faire ce que Barack Obama avait continué après George W. Bush et que Trump a continué, puisqu'il y a eu moins de ruptures de politique de fond que de ruptures de ton entre Trump et Obama. Parce que le fait que Trump ait tapé du poing sur la table en disant les Européens doivent payer pour l'OTAN et ce n'est pas nous qui allons tout le temps payer pour les défendre, Obama l'avait déjà dit et il avait déjà mis en place des politiques de pression sur les États européens en disant bon, c'est fini maintenant, on n'est plus votre vache à lait, si vous voulez vous protéger contre les Russes, on vous comprend et on est avec vous, mais on ne veut pas payer à votre place, c'est vous qui allez payer. Si c'est nous qui mettons en place les bombes sur votre territoire pour vous protéger contre ces méchants descendants de Cosaques, c'est à vous de payer, quoi. Et ce n'est pas à nous. Obama l'avait déjà dit, donc je veux dire, il n'y a pas de secret, quoi, d'une certaine manière. Et voilà, donc je trouve que là, il y a moins eu de rupture entre Trump et Obama et entre
même Obama et George W. Bush d'une certaine manière que ce qu'on a dit. Obama, je dirais, une des toutes grosses bêtises des gens du prix Nobel, c'était de lui avoir donné un prix Nobel de la paix alors qu'il n'avait rien fait du tout. Et ce qu'il a fait après a bien montré qu'il n'avait aucune raison de recevoir ce prix, quoi. Bon, tout simplement. Alors, un autre aspect je dirais, de l'impérialisme américain que Christine me demandait de souligner quand elle m'a fait un petit peu parce qu'elle m'a fait une table de matière de mon exposé. C'était le rôle des multinationales. Alors là c'est très clair, quoi. Les multinationales américaines, avec en tête, je dirais pour le moment, les GAFAM, donc tout le monde connaît Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Voilà, mais on peut dire aussi Big Pharma, etc. Je veux dire, parce que même si on ne croit pas au complot sur l'origine du virus, c'est clair quand même qu'il y a des gens qui essayent de se faire de l'argent sur ce virus. Mais ça, on est plus de la logique de Naomi Klein sur, je dirais, le choc à la politique de... Comment est-ce qu'elle avait appelé ça? La politique du... Christine, tu n'as pas allumé ton micro, alors j'ai oublié ce que tu voulais me dire. Tu me soufflais, mais comment est-ce qu'elle appelle ça? La stratégie du choc. Voilà, la stratégie du choc. Voilà, c'est tout à fait, merci. Et donc, là c'est simplement ça, je dirais, c'est une opportunité qui est saisie par les Big Pharma, mais les autres multinationales américaines sont là, et alors évidemment, il y a, pendant tout un temps, on disait qu'on était dominé par les grandes entreprises pétrolières. Christine me rappelait évidemment la grande angoisse d'un républicain militariste d'ailleurs, hein, c'est quand même intéressant d'aller lire ce texte-là, et même si on n'est pas américain et militaire et militariste, on peut le lire. Hein. C'est un magnifique texte à lire, c'est le texte d'adieu du président Eisenhower en 1960. Et donc, c'est un texte où il dit, c'est très étrange comme texte. Donc, il était président depuis 52 jusqu'à 60. Son vice-président, Richard Nixon, fait campagne contre Kennedy et perd. Et il voit arriver ce jeune Kennedy et il fait son farewell address, comme on dit en américain, donc son texte d'adieu au peuple américain, et il dit « Méfiez-vous des gens qui disent qu'ils veulent vous protéger, sous le prétexte de vous protéger, ils sont en train de faire grossir un complexe militaro-industriel dont le but est de faire plus d'argent et pas de vous protéger. » Et c'est assez interpellant de voir ce gars qui a été tout simplement le chef d'état-major de toutes les armées alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été élu président parce qu'il était un vieux général et qui jouait beaucoup au golf, donc ça reposait, et il devient, à la fin son dernier discours est un discours, j'ai envie de dire, anti-militariste d'une certaine manière. C'est pas vrai, il ne dit pas qu'il faut démanteler l'armée américaine, il ne faut pas non plus s'emballer, sinon je sens que Eric Nemes va commencer à écrire des méchancetés sur moi. Et donc, oui, tu as fait raison, tu as raison, Eric, effectivement, je suis d'accord avec toi, la politique isolationniste américaine dès 1823 était une politique isolationniste vis-à-vis de l'Europe, mais impérialiste vis-à-vis de l'Amérique du Sud, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Centrale et du Sud, ça c'est clair. La doctrine Monroe dès 1823, c'est une doctrine où ils disent purement et simplement, on va foutre les Espagnols dehors et on va aider le Bolivar s'il le faut, on va foutre les Espagnols dehors et ce machin-là, c'est à nous. D'ailleurs, depuis lors, ils utilisent l'expression géographique que les Européens mettent toujours un peu de temps à comprendre, d'hémisphère américain. Donc, la moitié du monde, de leur côté, hein, c'est leur Amérique, avec l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Donc, ça, tu as tout à fait raison, Eric. Donc, c'était de l'isolationnisme par rapport à l'Europe et de l'impérialisme par rapport à l'Amérique centrale. Merci de me l'avoir rappelé. Et donc, c'est vrai que là, on a vraiment
une logique américaine de soutien aux multinationales qui va continuer. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, elle va continuer pour les GAFA, elle va continuer pour le Big Pharma, elle va continuer pour le complexe militaro-industriel et pour toutes les institutions qu'ils ont pu trouver, que ce soit l'Organisation mondiale du commerce, que ce soit les traités sur les investissements, hein, là, effectivement, ils vont continuer, ça c'est sûr. Tant que leurs entreprises sont plus performantes, ils vont les mettre en avant. Ça c'est absolument certain. Donc là, c'est clair que la politique de soutien aux multinationales, il n'y a aucune raison qu'elle soit freinée avec Biden. Je dirais, toute son histoire passée montre que c'est un homme de l'establishment. Donc, c'est un homme de la structure de décision américaine classique. Alors, si on regarde plus à l'intérieur des États-Unis, je dirais ce qu'il y a chez Biden, mais qui était déjà présent chez George W. Bush et évidemment encore beaucoup plus chez Obama, c'est une politique d'affirmation que les différentes ethnies, les différentes races, comme on dit en américain, hein, parce qu'ils utilisent le mot race d'une façon beaucoup moins péjorative que nous. Hein. Donc, ces politiques-là de soutien à la diversité américaine vont continuer. Et je rappelle bien que George W. Bush était là-dedans, parce que nous, les Européens, on l'a peut-être trop peu vu. Mais d'abord, George W. Bush était, je pense, le premier président américain à savoir parler espagnol. Hein, et pas son père. Hein. Donc, son père ne savait pas parler espagnol. Hein. Je veux dire, il ne s'est jamais adressé en espagnol à quelqu'un. Le frère de George W. Bush, Jeb, celui qui lui a fait gagner en trichant l'élection en Floride, hein, le gouverneur de Floride en 2000, c'est un gars qui avait épousé une hispanophone. Et c'était quelqu'un qui parlait de façon complètement habituelle l'espagnol. Donc, je dirais, et il a nommé George W. Bush comme responsable aux affaires étrangères et militaires des Noirs, sans aucun problème. Ce que Bill Clinton n'avait pas trop osé faire. On voit bien qu'il avait envie, mais ce n'était pas encore fait. Donc je dirais, les États-Unis ont vraiment franchi un seuil avec George W. Bush, que évidemment Obama continue de façon beaucoup plus forte encore, et Biden ne fait que revenir à ça. Je dirais, Trump a été une sorte d'exception, de parenthèse dans la logique, j'ai envie de dire, des 20 dernières années. Hein. Donc, c'est quand même intéressant. Alors là, évidemment, ce qui est frappant pour nous, quand on essaye de lire des analyses sur la situation interne des États-Unis, c'est la question je dirais, de l'identité de classe sociale. C'est une question que Christine me demandait de ne pas oublier, je dirais, de lancer dans le débat. C'est vrai que la conscience de classe sociale est beaucoup moins forte aux États-Unis parce qu'il y a, j'ai envie de dire, contrairement à nous, leur histoire de la classe ouvrière est radicalement différente de la nôtre. Chez nous, qu'est-ce que c'est la classe ouvrière? Ce sont si on reprend l'évolution depuis 1770 dans les régions où la révolution industrielle commence tôt, comme justement chez nous, à Liège-Verviers, jusque, je dirais, 1950, ce sont des paysans pauvres déclassés qui s'échappent de la campagne pour aller trouver une terre où il y a moins d'oppression. Et donc, il y a dans cette logique d'exode rural, si vous voulez, d'urbanisation, il y a une logique de liberté. Mais c'est important de mettre ce mot-là, hein, parce que nous, on a souvent l'impression que c'était des exils forcés. Ce n'était pas des exils forcés. Il y a des magnifiques textes, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu le recueil que René Lebout avait fait il y a presque 30 ou 40 ans d'un
d'un armurier de Vothème, donc un petit indépendant de Vothème, qui avait rédigé je dirais son carnet de vie. Tous les dimanches, il écrivait ça et il décrivait la vie en fait de Vothème. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'il commence ça en 1850 et il meurt vers 1903. Donc, on a plus de 50 ans de la vie, mais ordinaire du village, hein, qui est décrite. Et sur les rapports de classe sociale, il est extraordinaire. D'abord, c'est un conservateur tout à fait, enfin, très catholique, très, très, très classique. Et il dit pique-pendre des mineurs. Les mineurs, c'est qui? C'est des gens qui viennent pour travailler le dimanche, aberration, alors que c'est le jour du Seigneur, etc. Donc pour lui, c'est vraiment absolument incroyable. Ces gens-là viennent pour gagner de l'argent, ils font n'importe quoi pour gagner de l'argent, et c'est assez phénoménal de voir qu'en fait, il voit bien que ce sont des petits paysans qui sont venus, et ils sont prêts à n'importe quoi. Et c'est intéressant de voir que ce qui se passe en Europe entre la paysannerie et la classe ouvrière, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, mais dans le voyage entre l'Europe et l'Amérique. Et donc, les Américains, une fois qu'ils sont là, ben, c'est pas trop difficile d'avoir des terrains, hein, en Amérique entre 1750 et j'ai envie de dire 1880, c'est pas difficile d'avoir des terres aux États-Unis, quoi. Je veux dire, elles sont pour rien, vous les trouvez n'importe où, etc. Et vous avez des terres fertiles sans trop de difficultés. Et donc, l'exode vers les villes que le capitalisme va évidemment appeler, hein, ce sera une recherche, non pas de fuite de quelque chose qui n'est pas bon, mais d'enrichissement supplémentaire. Ce n'est pas, il faut s'échapper parce que la vie est insupportable chez nous, c'est non, la vie sera meilleure dans la ville. Et donc c'est un rapport très, très, très différent de chez nous. C'est un rapport où la participation au capitalisme est déjà acquise par le simple fait d'être non pas un petit paysan dans un système féodal comme chez nous, hein, parce qu'on était encore en 1850 chez nous, encore dans une logique féodale pour le petit paysan, hein, sauf dans le pays d'Herve, qui est justement un territoire très particulier. Hein. L'Entre-Vesdre-et-Meuse est un espace tout à fait particulier, entre Vesdre et Meuse. Donc, Rosette, je vois bien que tu n'avais pas entendu. Et donc, ça qui est bien d'avoir les caméras, comme ça je peux répéter quand... Et donc, et en fait, c'est la même chose entre Manchester et Liverpool. Hein. Donc, on a la même logique, les enclosures anglaises, etc., qui jouent un peu de la même manière que dans le pays d'Herve chez nous. Enfin bon. Mais sinon, le reste de l'Europe, c'est vraiment un exode hors de la féodalité. Là, aux États-Unis, pas du tout. Il y a une adhésion à la logique du marché qui est acquise dès le moment où quelqu'un devient un simple paysan, hein, parce que le paysan, il travaille de ses mains, il lit la Bible, voilà, c'est un réfugié religieux, parfois d'ailleurs plus que quoi que ce soit d'autre. Et donc, il n'y a pas... Alors que chez nous, il y a une création de conscience de classe par l'importance de la concentration des travailleurs au même endroit, etc., cette urbanisation qui fait que pour gagner de l'argent, les capitalistes rassemblent les travailleurs dans la même dans la même usine. Hein. Et donc à ce moment-là, chez nous, il y a quelque chose qui se passe, je dirais, d'une lecture qui devient vite plus marxienne, si on veut, du genre, ils sont riches parce qu'ils nous prennent notre argent, tandis qu'aux États-Unis, la logique contractuelle, elle est préalable, en quelque sorte. Je participe à la richesse et je reçois ma part. Et c'est intéressant de voir que celui qui invente le Fordisme, hein, donc Henry Ford, de travail à la chaîne, est aussi celui qui invente les salaires élevés. Vous vous souvenez de comment il justifiait ça, hein. Je paye les ouvriers de Ford assez cher pour qu'ils puissent s'acheter une Ford. Alors, ce qui n'était pas vrai sur le plan microéconomique est vrai au niveau macro. Ça, c'est clair que le fait d'augmenter les salaires a permis, on le sait, au capitalisme d'avoir un marché beaucoup plus grand. Hein, ça, c'est sûr. Sur le plan macroéconomique, c'est une victoire totale. Mais c'est très intéressant de voir que, d'abord, que Henry Ford, c'est quelqu'un qui va être, pendant toute sa vie, un admirateur d'Adolf Hitler, hein,
Donc, là, il y aura une photo d'Hitler sur son bureau, dédicacée, hein, donc je veux dire pas une photo, pas un poster qu'il a été mettre à sa chambre, etc. Je veux dire, donc c'était vraiment... ils avaient une vraie relation. C'est d'ailleurs lui qui fait traduire le protocole des sages de Sion en anglais, et c'est d'ailleurs en lisant le texte anglais que Georges Simenon les traduit en français. Donc, le protocole des sages de Sion en français, dans la Gazette de Liège, c'est le travail de Georges Simenon. Bon, peu importe. Et donc, Henry Ford, d'abord, il est obligé, vous connaissez cette histoire-là, mais ça vaut la peine de la rappeler quand même, parce qu'en fait, il avait payé les ouvriers de Ford à un certain niveau, un peu mieux effectivement que ce qu'on paye dans les autres entreprises. Et puis la guerre de 14-18 arrive et les ouvriers s'en vont puisqu'on les oblige à aller faire la guerre. Donc les femmes arrivent. Et les femmes arrivent pour travailler et alors elles disent, il ne faut pas déconner non plus, vous avez besoin de nous, vous allez nous payer au même salaire que les hommes. Et alors il dit, non, quand même pas, n'exagérez pas, vous voyez bien que vous n'êtes pas des hommes, je ne saurais pas vous payer comme des hommes, pas déconner. Et puis elles disent, sinon on fait la grève. Et puis il est obligé de les payer comme les hommes. Et puis après la guerre, les hommes reviennent. Et il leur dit, OK, voilà votre salaire. Et les hommes disent, et quoi, tu vas nous payer comme des femmes? Tu veux qu'on fasse grève ou quoi? Et puis alors finalement, effectivement, vous avez les hommes qui se mettent en grève. Hop, il est obligé d'augmenter les salaires. Et c'est à ce moment-là qu'il invente sa devise, je dirais, du Fordisme social, si vous voulez, du Fordisme économique, mais ça lui est imposé, ce n'est pas du tout un choix politique ou une stratégie à long terme qu'il a fait. Non, il a dû improviser et il s'y est mis effectivement à pratiquer ça et il a vu que ça marchait. Mais c'est intéressant de se dire aussi que cette logique-là, c'est une logique de quelqu'un qui est plutôt du côté fasciste. Hein, je dirais, c'est intéressant de voir que cette politique sociale-là, ce n'est pas une politique d'appropriation collective de moyens de production, c'est une politique de salaire plus élevé pour que le capitaliste puisse avoir un plus grand marché. Mais ça, c'est le pour que, il vient après. Hein. Donc, au départ, c'est parce qu'il est obligé. Il est coincé dans les rapports de force avec ses... Voilà. Alors, les organisations syndicales, ce qui est très frappant aux États-Unis, là, Christine peut en parler, j'imagine, de façon beaucoup plus précise que moi. C'était, j'ai envie de parler du rêve de Debs. Donc, il y a eu, avant la Première Guerre mondiale, un parti qui après va s'appeler Parti communiste, un parti très à gauche aux États-Unis, qui, effectivement, après la guerre, est devenu le Parti communiste. Et donc, je veux dire, il avait une assise politique et sociale énorme. Et c'est assez impressionnant de voir que c'est, et vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous doivent, puisqu'on a à peu près le même âge, se souviennent peut-être du film Reds, qui a été fait au début des années 80, qui racontait comment un journaliste américain participe, pas seulement regarde, participe à la révolution bolchevique en 1917. Et donc, comment il y a toute une intelligentsia à New York qui est prise dans cette dynamique de toute une partie de l'intelligentsia européenne aussi, je dirais. Donc, en se posant vraiment les questions, est-ce qu'il ne faudrait pas transformer complètement le système si on veut qu'il soit durable? Parce que si on continue à opprimer les ouvriers, on n'en aura plus, tout simplement. Donc, quelques années avant, Jack London avait écrit, comment est-ce que c'était, l'enfer d'en bas ou le monde d'en bas, un truc comme ça sur Londres, où il montrait les conditions infernales de vie à Londres. Et donc, voilà, donc les organisations syndicales sont créées dans une dynamique très agressive à un moment donné, et puis il y a un coup de force qui est souvent sous-estimé aux États-Unis, c'est la montée au pouvoir au ministère de l'Intérieur d'un jeune fou qui va rester très longtemps fou et pas longtemps jeune, c'est Edgar Hoover, qui va devenir celui qui va créer le FBI et qui va donner comme mission au FBI, premièrement, de lutter contre le communisme et d'utiliser j'ai envie de dire, la mauvaise réputation de la révolution communiste, c'est le moins qu'on puisse dire, aux yeux des classes dirigeantes, pour casser tout ce qui est organisation syndicale. Et donc ça, c'est un moment très important, c'est vraiment toute la lutte anticommuniste organisée par un appareil fédéral
qui est un des premiers appareils fédéraux, parce que les États-Unis sont un État vraiment fort confédéral jusque 1914. C'est parce qu'ils ont besoin de faire une guerre à l'extérieur qu'ils s'organisent un peu, et puis c'est pendant cette période-là que Hoover, justement en 1917, monte au pouvoir au ministère de l'Intérieur, et puis qu'il transforme ce système enfin, une section du ministère de l'Intérieur en FBI. Et là, la lutte contre le communisme va être une des marques, je dirais, des États-Unis. Alors la création des partis, c'est Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire des partis aux États-Unis comme je la connais. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y avait dans les partis politiques aux États-Unis, je dirais le démarquage se fait avant la guerre de sécession. Vous connaissez, j'imagine, presque tous l'histoire de la création des partis des républicains. Les républicains qui, dans notre tête maintenant, c'est le parti de droite, mais quand il est créé, ce parti en 1800, je pense que c'est pour les élections de 60, il est créé par Abraham Lincoln en 1860, hein, et quand ce parti est créé, eh bien en fait, c'est un parti simplement anti-esclavagiste, j'ai envie de dire, en faveur du libre marché. Hein. Donc il n'est pas anti-esclavagisme simplement par bienveillance vis-à-vis des Noirs, il est anti-esclavagiste parce que l'esclavagisme casse la logique de marché des gens du Nord, qui, eux, doivent payer leurs salariés. Et donc, voilà. Donc, ce parti-là a longtemps une réputation un peu bizarre aux États-Unis. Et ce n'est que, je dirais, avec la manière dont Franklin Roosevelt va s'emparer du Parti démocrate et va transformer la politique du Parti démocrate en 1932, et puis à sa réélection en 1936, et puis à sa réélection en 1940, et puis à sa réélection en 1944, que le Parti démocrate va être perçu comme un parti qui défend des systèmes de sécurité sociale et une fiscalité très élevée. Hein. Thomas Piketty rappelle ça régulièrement dans ses ouvrages. Au moment de Franklin Roosevelt, le taux d'impôt sur la tranche de revenus la plus élevée aux États-Unis était de 92%, je pense. 92% de taux d'impôt, même sur la tranche la plus élevée, c'est quand même de l'inédit. C'est absolument impensable à l'heure actuelle, quoi, dans n'importe quel pays du monde, à peu près. Hein. Donc, et donc, c'est comme ça que le Parti démocrate devient un parti qui a la réputation d'être un parti plus à gauche, donc, ce qu'il n'était pas nécessairement au départ. Alors, à côté de ces partis qui ne correspondent pas exactement à notre logique à nous, il ne faut pas oublier qu'il y a, dans ce qu'on lit par exemple sur la Cour suprême, qui est quand même l'arbitre très important aux États-Unis, et qui peut casser des règles. Hein. Donc, ce qu'on écrit de la Cour suprême le plus souvent, c'est une classification des juges en fonction de leur position sur les questions éthiques. Avec l'avortement, hein, qui est à l'avant-plan de la question américaine, enfin, de la politique américaine depuis donc, c'était un petit peu ça, hein, Christine. Pour eux, c'était un petit peu parce que cette tranche la plus élevée, elle ne devrait pas exister. C'est-à-dire que ces gens-là, tout ce qui dépasse un certain niveau, c'est tellement élevé que tout doit être distribué. Effectivement, c'était cette logique-là, hein, ce qui est indicible à l'heure actuelle, je dirais, tout simplement. Si quelqu'un essaye de dire ça, vous imaginez la réaction de Georges-Louis Boucher, vous le tuez, en fait, vous êtes responsable de sa mort directement. Et donc, alors, ce que je voulais dire, la Cour suprême, on parle souvent de la position sur le plan éthique, et on en a un peu parlé d'ailleurs à propos de l'élection de Trump, la validation, etc. Ce qui est le plus important dans les décisions de la Cour suprême depuis les 30 dernières années, c'est que en permanence, tous les juges de la Cour suprême ont validé tout ce qui était marchandisation du système. Et chaque fois qu'il y a eu des recours contre une règle qui faisait plus de marchandisation, ils l'ont cassée. Chaque fois qu'il y a eu des règles sur j'ai envie de dire, une démarchandisation et qu'il y a eu des recours contre cette règle, la règle a été cassée. Donc, ça, il y a une unanimité chez les juges de la Cour suprême. Ils sont tous pro-marché.
quelle que soit l'origine de leur nomination. Et ça, c'est quand même un élément, me semble-t-il, très important, parce que ça veut dire que toutes les règles, y compris celles qui est en train d'être discutée maintenant, hein, donc, au Congrès américain. Maintenant, on discute d'une règle sur le financement des campagnes électorales. Et on veut revenir à un système où on peut interdire à un privé de surfinancer, je dirais, une campagne électorale. Ce qui était interdit à un moment donné, puis qui a été autorisé. Eh bien, en fait, l'autorisation est venue de la Cour suprême précédemment. Et donc maintenant, je peux presque prévoir comment la Cour suprême réagira quand il y aura un recours contre cette décision que le Congrès, poussé par Biden, mais vous connaissez en plus sa marge de manœuvre super étroite au Sénat, donc il suffit qu'il y ait un sénateur démocrate qui lui dise non, t'exagères, boum, terminé, sa règle, il peut l'oublier. Et donc on risque fort, même si ça passe, d'avoir une Cour suprême qui invalide cette décision, tout simplement. Et donc ça c'est un truc assez important. Et puis alors évidemment, le dernier point que Christine voulait me faire évoquer pour lancer le débat, c'est la question de la santé et de la sécurité sociale. Ben, la santé, ben, vous avez tous lu, je dirais, la pauvreté, je dirais, de ce qui reste du projet de Barack Obama dans ce qu'on a appelé l'Obamacare, hein, et ce que Trump en a fait. Donc, je veux dire, là, c'est vraiment très faible comme système de sécurité sociale. J'aime bien rappeler quand même une des règles de base, si un jour vous devez vous faire hospitaliser aux États-Unis, c'est n'oubliez pas votre carte de crédit. Si vous n'avez pas votre carte de crédit, vous n'êtes pas soigné, tout simplement. Point, terminé. Donc, je veux dire, c'est quand même un truc important. C'est mon ancien patron, Jean Beaufailly, qui m'avait raconté une de ses arrivées dans les urgences aux États-Unis. Il avait sa fille qui était petite, etc. Elle avait fait une fièvre où elle voulait emmerder son père, je ne sais pas. Enfin bon, elle avait 6 ans, je crois qu'elle voulait emmerder son père. Et donc, la première chose qu'on lui a demandé, c'est est-ce que vous avez votre carte de crédit? Et puis après, on lui a demandé s'il était couvert par une assurance. Et quand ils ont eu les deux réponses, ils ont demandé ce qu'elle avait. Mais la question de savoir ce qu'elle avait n'était en rien une première question. Alors, sécurité sociale, évidemment, c'est encore plus difficile à évaluer. Le dernier chiffre que j'ai vu, Christine, tu connais ça sûrement mieux que moi, c'est que pour le moment, il y aurait 18 millions de personnes qui bénéficient d'une manière ou d'une autre d'aide étatique ou fédérale pour les protéger du chômage. Mais des aides qui n'ont rien à voir avec les nôtres, évidemment. Donc, voilà un petit peu le bilan, enfin le tableau d'ensemble que j'ai envie de faire de l'Amérique dans laquelle la pauvre Amanda Gorman est obligée de vivre. Et donc, et voilà, maintenant, je pense que le débat est important. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis, Christine, que je n'ai pas encore évoqué? Oui, donc ne pas oublier que les terres, effectivement, aux États-Unis étaient des terres gérées par des gens qui étaient des chasseurs-cueilleurs, et donc ils avaient besoin de beaucoup d'espace. Et donc, tout simplement, on les a affamés, on les a tués. Bon, voilà, donc ça, vous connaissez tous l'histoire des bons cow-boys et des méchants indiens qui ont fini par mourir ou devenir alcooliques, puisqu'on les a enfermés dans des réserves et on leur a dit vous ne pouvez plus chasser, mais vous pouvez boire. Et donc, et alors sur la conscience de classe, oui, évidemment, ça c'est clair. Quand on lit des textes sur l'Amérique de 1900, 1910, etc., il y a effectivement quelque chose qui ressemble à une conscience de classe, mais pas aussi ancrée que chez nous. Puisque chez nous, je dirais, les luttes anticommunistes n'ont pas réussi à décrédibiliser les partis communistes, je dirais. Si, bien sûr, en grande partie, mais les partis socialistes n'ont pas été décrédibilisés par contagion, en quelque sorte. Donc c'est un peu différent quand même. Ce qui se passe après 1917 est en tout cas très différent. Mais avant 1917, je trouve que ça se ressemble un peu. Ouais, pour ce que j'en sais, hein, parce que je ne suis pas spécialiste de la politique américaine. Mais merci beaucoup. Je trouve que
de points que tu as développés plus en détail, en autres points développés, tu as en même temps tracé un beau cadre de débat. J'avais envie peut-être d'ajouter juste une chose à propos de l'arrière-plan sociologique aux États-Unis. C'est il y a, bon, on ne peut plus guère parler effectivement des Indiens d'Amérique, comme ils disent là-bas, mais ce qu'il y a encore de façon massive, ce sont des descendants d'esclaves. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison dans dans ce que tu as dit de l'exode de beaucoup d'Européens qui sont partis vers les États-Unis, encore que dans certains cas, c'était quand même des exils forcés, au moment de la famine. Oui, ou à Liège, hein. Oui, absolument. Il y a des gens qui ont dû partir, et pas seulement pour des raisons religieuses. Il y a eu des exils religieux, mais il y a eu. À Liège, il y avait des peines judiciaires effectivement de déportation, de déportation vers les Amériques. Oui, carrément. Et puis alors, avant cela, il y a eu quand même pas mal de déportation d'esclaves noirs, quoi, d'Africains. Et je pense que c'est en partie, enfin, ça peut expliquer une partie de la réaction au racisme aux États-Unis, qui est effectivement complètement différente de celle que nous connaissons en Europe. Ce souvenir transgénérationnel de ce qui a été un déracinement et une humiliation. Et peut-être oui, j'aurais d'autres commentaires, mais je vais laisser les questions ou les observations venir de notre public. Et donc, il y a peut-être, si personne ne demande la parole, je vais peut-être revenir sur ce que tu signalais. Autant Barack Obama, nous ne devons pas oublier que ce n'est pas un Afro-Américain classique, hein, donc, puisque oui, non, pas du tout, son père est un Kényan, donc, et sa mère était une blanche américaine, hein, et autant sa femme est une descendante d'esclaves. Michelle Obama, c'est une de ses grandes fiertés. Je me souviens, on avait sorti au début de la présidence de Barack Obama une fiche de comptabilité du propriétaire d'un des ancêtres de Michelle Obama. Et donc, on a la valeur de chaque esclave. Et donc, à ce moment-là, donc on est forcément un peu avant la guerre de sécession, et la valeur de son ancêtre, donc une personne, c'était $350 de l'époque. Et je dis ça parce que c'est quand même important de faire remarquer que l'esclave, c'était quand même un fameux investissement, parce que $350 de l'époque, c'était pas $350 de maintenant, quoi. Donc c'était quand même un fameux investissement. Donc il y avait tout ce rapport. Alors vous connaissez tous les débats sur les propriétaires d'esclaves, etc., qui se croyaient bienveillants. Enfin, vous avez tous vu ça, j'espère. Mais ils croyaient effectivement que parce qu'ils avaient besoin que les esclaves vivent longtemps, les esclaves étaient contents d'être. Et ce qui est évidemment un malentendu horrible, et on peut dire tragique. Et alors, il y a maintenant effectivement toute une littérature sur l'esclavage qui commence à sortir. Moi, j'ai bien aimé comment c'était, Railway Underground, c'est ça? Je pense qu'il en est. Underground Railroad, oui, Underground Railroad, oui, c'est ça. Oui, de Colin McCallum. Ouais, qui, je trouve, décrit. Enfin, je n'aime pas sa fiction d'un vrai chemin de fer, ça m'énerve. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est de nous faire rentrer dans les premiers chapitres et même dans les chapitres après, dans
dans la tête de gens qui sont terrorisés en permanence par des sévices physiques qui sont destinés à être exemplaires. Et donc cette haine-là, je dirais, alors des petits blancs, ça on le voit dans la deuxième partie du bouquin, hein, qui poursuivent les esclaves et qui se font de l'argent en allant rattraper les esclaves en fuite, les petits blancs et leur haine de gens déclassés, en fait, ou on risque d'être déclassés par les esclaves, et les esclaves, leur haine, je dirais, il y a une histoire de haine aux États-Unis qui est sans commune mesure avec le rapport des descendants de gens qui vivaient dans les pays anciennement colonisés en Europe avec le reste de l'Europe. Parce que quand on regarde, quand on compare l'esclavage et les conditions de maintien de l'esclavage et la colonisation européenne sur l'Afrique, je dirais il y avait un rapport de paternalisme, j'ai envie de dire, en Europe qui est presque absent de ce qui se passe aux États-Unis. Le rapport devait être beaucoup plus violent. S'il n'y avait pas les violences directes, je dirais que c'était insupportable. Alors, il y avait des violences de la colonisation. Hein, ça, on n'est pas en train de dire qu'il n'y en avait pas, hein, bien entendu. Alors, Eric, ah oui, me lance dans le débat sur la Chine. Hein. OK. Les 5 grands conseils de sécurité, l'UNESCO quitté par les États-Unis, effectivement. Alors, avec donc, relations avec la Chine et aussi, si on veut rentrer là-dedans, avec Moscou, alors, hein, parce que pour le moment, Biden vient de demander 2 grands rapports à des généraux de l'armée, un sur la relation avec la Chine et l'autre sur la relation avec Moscou. Donc là c'est vraiment un moment important parce que ça veut dire qu'il est enfin, ce que je pressens, c'est qu'il va devoir faire la même chose que Trump, peut-être en étant moins grossier tout simplement, mais il va faire la même chose que Trump. Et pour le justifier, il a besoin d'un rapport qui le légitime en quelque sorte, en disant c'est pas moi, c'est les technocrates militaires qui me disent que si je ne fais pas ça, etc., etc. Et il va essayer de faire croire aux gens qui sont moins belliciste que le complexe militaro-industriel, qu'il faut le faire. Voilà. Donc, je pense qu'on est dans une logique comme ça. Et donc, là, je crois qu'effectivement, on va avoir un affrontement structurel. Hein. Alors, les États-Unis ont vécu longtemps un affrontement structurel avec, j'ai envie de dire, avec l'Espagne. Bon, on l'a dit pendant tout le 19e siècle, c'est toi, Eric, qui me l'a rappelé. Et un affrontement structurel avec l'URSS sans qu'il y ait jamais une guerre directe entre les deux. Mais la guerre se faisait par tous les autres moyens possibles. Mais la guerre directe entre eux deux était impensable grâce au fait que les Soviétiques avaient la bombe atomique. Hein. Donc, c'est ça qui a rendu la guerre nucléaire impossible. Mais voilà, donc je pense que c'est vrai que la Chine est maintenant, les derniers chiffres que j'avais vus, c'était la 2e puissance économique du monde derrière l'Union européenne. Hein, donc l'Union européenne est la première puissance économique du monde. On l'oublie souvent, ça, hein, parce que si on fait les classifications par nation, évidemment, l'Union européenne n'existe pas. Hein, donc, et la Chine était juste derrière avant la pandémie. Maintenant, nous ont probablement rattrapés, parce que c'était... Voilà, donc là, ils ont eu justement une stratégie du choc bien pensée. Et alors, je dirais, tu rappelles les 5 grands au Conseil de sécurité, Eric, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que les 5 grands, ils ne sont pas un grand tous les 5. Hein. Je dirais le Royaume-Uni et la France, ce sont des nains, tout simplement. Hein. Voilà, il n'y a aucun doute là-dedans. Les seuls vrais grands, c'est Moscou, Pékin et Washington. Et c'est entre eux que le jeu se passe, etc. Alors là, c'est un jeu de rapport de force dans le multilatéralisme. Moi, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer de ce point de vue-là. Là, ça me paraît clair qu'avec la Chine, ils vont avoir une relation concurrentielle. Je dirais la manière dont Trump a pointé Huawei dans sa politique
qui nous paraît évident à tous, d'espionnage au profit de l'État chinois. Je veux dire, quand on connaît la façon dont la Chine fonctionne, c'est impensable qu'une entreprise chinoise n'ait pas comme première vocation de faire de l'espionnage pour l'État chinois. Je veux dire, c'est absolument évident, quoi. Sinon, ça n'a pas de sens. Autant les GAFAM, elles se font concurrence entre elles, et ce n'est qu'en deuxième lieu que l'État américain peut se nourrir des big data qu'elles fournissent. Hein, donc, mais autant Huawei, ça paraît tout à fait clair. Et là, je ne sais pas du tout comment l'ensemble des pays européens va réagir. On évoquait, avant de commencer ici, qui est-ce qui nous évoquait ça? Viktor Orban. Donc, c'est vrai que là, il y a une partie des pays de l'Europe centrale qui sont voisins de la Russie d'abord, hein, et qui ont gardé des vieilles relations, alors, des relations tout à fait bizarres, hein, parce que les Hongrois, les Polonais sont les premiers à dire qu'il faut se protéger militairement contre les Russes. Et c'est les premiers à utiliser effectivement du gaz, etc. Donc, et sans aucun état d'âme, avec quelque chose qui ressemble peut-être à un reste de panslavisme en tout cas pas pour les Hongrois, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de panslavisme chez les Hongrois. Il ne faut pas énerver les Hongrois. mais voilà, donc c'est vrai que là, il y a une solidarité européenne qui n'existe que très partiellement. Elle est toujours en construction. Je dirais, elle est au moins aussi fragile que la solidarité intra-belge. Hein. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que la dynamique globale de l'Union européenne, c'est quand même, à chaque crise, il y a un renforcement de l'Europe. On le voit bien avec la décision, par exemple, de laisser filer la dette et le déficit en juin 2020. On annonce déjà maintenant, au mois de mars, que ça va être repoussé de juin 21 à juin 22. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est déjà quasiment sûr. Ils n'en ont pas encore discuté officiellement, ça apparaît déjà comme un canon. Donc ça veut dire que ça va permettre de reconstruire une logique européenne. Et alors on dit ça va mal. J'aime autant vous dire que si vous allez regarder d'autres pays, allez regarder la politique de vaccination au Brésil, allez voir la politique de vaccination en Afrique du Sud, allez voir la politique de vaccination en Russie. Vous avez vu, Poutine est tout content de pouvoir dire qu'il y a 2 millions de vaccinés en Russie. 2 millions. Je dis, mais attendez, on est où là? Vous avez vu la population qui est en Russie, c'est rien du tout. Comment est-ce qu'il peut oser dire qu'il est fier de ça? Je veux dire, c'est juste une catastrophe sur le plan de la vaccination d'urgence. Donc, je pense que le bilan qu'on fait de la maladresse européenne dans la vaccination, par exemple, est largement lié à la myopie. On ne regarde pas ce qui se passe ailleurs et on n'a pas un regard sur le long terme. Voilà, donc sinon, je pense que c'est clair. Ils vont aller dans une logique non pas d'affrontement, mais de concurrence. Voilà. Et je crois comme ils sont avec la Russie. Il y a d'autres interventions, sinon moi j'ai 3 remarques, questions ici. Mais je vais prendre la parole à personne là. D'abord revenir sur cette histoire d'impôt sur les tranches supérieures. Pierre, tu dis c'est inconcevable chez nous, mais je me demande pourquoi c'est inconcevable chez nous. Je veux dire que pour moi ça va de soi que ça devrait être tout à fait concevable. C'est-à-dire que si des gens qui possèdent tellement de millions d'euros qu'ils ne savent absolument pas qu'en faire, ils n'ont pas besoin de tout cet argent-là, quoi. Donc, des impôts de 80-90% vraiment sur la tranche supérieure, ça me semble
parfaitement concevable. Voilà. Alors, une autre chose, c'est la position différente des partis communistes et socialistes, d'ailleurs, parce que bon, ce qui m'amènera d'ailleurs à la troisième question. Aux États-Unis et en Europe, tu as rappelé le rôle du FBI. Effectivement, en Europe, il y a deux moments, il me semble, en Europe. Hein. Après la Première Guerre mondiale, au moment de la révolution bolchevique, il y a eu des révolutions dans d'autres pays. Et c'est en Allemagne qu'elle a été la plus poussée. Et c'est en Allemagne aussi qu'elle a été réprimée le plus violemment. Hein, le spartakisme en Allemagne, ça a été terrible en 1919. Donc, il y a bien eu une répression, mais dans d'autres pays, petit à petit, entre les deux guerres, il y a quand même eu un parti communiste. Et alors, après la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a eu des partis communistes très, très puissants, hein, qui étaient au gouvernement en Italie, en France, qui étaient très, très présents en Belgique, et qui ont périclité presque en même temps que l'Union soviétique. Hein. Et alors, là, je disais, ça m'amène à les partis socialistes, ça m'amène à Bernie Sanders, parce que quand on traite Sanders de socialiste aux États-Unis, c'est une insulte. Il faut que tu remettes ton micro. Hein. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire aussi quelque chose de Bernie Sanders et d'Alexandra Ocasio Cortez. Oui. Sur les impôts, d'abord, quand je disais que c'est inimaginable chez nous, je voulais dire en fonction des dirigeants que nous avons pour le moment. Oui, oui. Ah, oui, oui. Je ne veux pas dire que c'est inimaginable en termes objectifs, mais si on a un peu compris comment fonctionnait, je dirais, ne serait-ce qu'Elio Di Rupo, hein, je ne parle même pas d'Alexander De Croo, mais pour eux, ce serait vraiment inimaginable. Pour eux, c'est inimaginable. Et donc, je ne vais pas avoir l'air cruel, Christine, mais entre toi et les dirigeants politiques de notre pays, il y a un certain écart. Je peux rappeler que Hollande a essayé. Hein. Hollande a essayé. Bon, si peu, si peu. Ah non, non, il avait dans son programme hein, quand même. Oh, il y a une différence. Hein. Il a quand même osé le présenter. Bon, oui. Peut-être aimablement. Oui. Oui, alors, enfin là, il y a des analyses de politologues français qui disent qu'en fait, c'est le moment où il ne contrôle plus sa communication. Ouais. Il est dans un meeting et que face à l'enthousiasme de gauche des gens, il dit mon ennemi, c'est la finance. Et ça, il ne le dit qu'une fois, tous les gens de gauche s'en emparent et plus jamais il ne va le répéter. Mais et effectivement, ce point-là au programme, ça va permettre à Pierre Laroutourou d'écrire quelques années après l'arrivée au pouvoir de Hollande, 2 ans après, je pense, hein, je crois que c'est en 2014 qu'il a écrit La Grande Trahison, en montrant qu'effectivement, il n'y a dans le gouvernement et à l'Élysée personne qui veut mettre en avant une politique de, je dirais simplement, contrôle des investisseurs qui viendraient s'installer en France. Donc c'est une logique de, comment dire, enfin, Pierre-Noël Giraud disait qu'on est rentré avec la fin de l'Union soviétique dans une logique où chaque dirigeant politique se considère comme un gestionnaire de territoire et son objectif c'est d'attirer des investisseurs internationaux. Comme s'il n'y avait que les investisseurs internationaux qui fabriquaient la richesse. Ouais. Et donc, on a à ce moment-là une logique vraiment d'attraction
fiscale des grandes entreprises. Et on leur fait des cadeaux de plus en plus. Voilà. Et depuis lors, j'ai envie de dire, c'est pratiquement pas changé. Alors, donc là, ça, c'est pour la première question de Christine sur la tranche d'impôt. Oui, c'est imaginable. Oui, je pense que ce serait une bonne idée. J'ai même dit d'ailleurs à mes étudiants que je suis contre le principe de succession. Moi, je trouve que sur la succession, on devrait mettre des impôts de 100%. Voilà. Voilà, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi on se permet de transmettre des richesses à ses enfants. Moi, mes enfants, je leur ai donné de l'amour, je leur ai donné des clés d'analyse du monde, et pour le reste, voilà, la vie est à vous, construisez la vôtre. Voilà. Donc, bon. Mais bon, enfin, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je pense que même au PTB, ils considéreraient ça comme un truc tout à fait fou et dangereux. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, il y a une très grande différence entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis sont complètement dans l'idéologie FBI, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, à l'extérieur, les États-Unis font une politique qui est exactement la même, mais CIA, puisque ce n'est pas le même organisme qui peut appliquer, travailler à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Mais la grande différence, c'est que les peuples d'Europe, pendant la guerre, ils allaient aux actualités au cinéma. Et ils ont vu, toutes les semaines, ils ont vu que à quoi est-ce que l'armée allemande était heurtée? À l'armée rouge. Et pour eux, c'est l'armée rouge qui a gagné la guerre. Les Américains débarquent en juin 1944 quand la guerre est gagnée. À ce moment-là, l'avancée de l'armée rouge est telle qu'ils sont déjà en Pologne. Ils ont récupéré le territoire soviétique. Donc, je veux dire, à ce moment-là, pour les Européens, c'est absolument clair. Les Américains viennent pour empêcher les communistes de prendre les richesses dont les Américains ont envie de s'emparer. Donc, je veux dire, c'est pas pour rien que, par exemple, pour en prendre une institution tout à fait banale et ordinaire, l'Université de Liège donne le doctorat honoris causa à Joseph Staline, Franklin Roosevelt et Churchill en 1945, 1946, quelque chose comme ça. En même temps, parce que, alors évidemment, c'est l'Université de Liège, donc les communistes ne pouvaient pas être tout seuls, mais dans la classe ouvrière, c'est clair que c'était le parti des fusillés, c'était voilà, c'était. Donc, je veux dire, il y a tout ça aussi. Hein, et les gens, les communistes ont vite fait d'oublier toute alliance Molotov-Ribbentrop entre août 39 et juin 41. Mais, donc, je veux dire, il y a ça. Et alors, un autre truc que tu dis, et je pense que là, tu te trompes, et c'est important de pointer l'erreur que tu fais, parce que beaucoup de gens la font, tu dis, il y a un déclin des partis communistes qui est quasiment parallèle avec le déclin de l'Union soviétique. Moi, je pense que non. Le déclin de l'Union soviétique, c'est 1991, précisément. Or, le déclin des partis communistes, c'est 1981. Ça commence en 1980. Et 1981, c'est quoi? C'est Solidarność. Et Solidarność, qu'est-ce que ça veut dire dans la tête des gens de notre génération à ce moment-là? C'est l'impossibilité d'accepter que le Parti communiste d'Union soviétique représente la classe ouvrière, puisque la classe ouvrière polonaise est en train de se révolter contre elle. Ce n'est pas du tout comme en 68 à Prague, le Parti communiste qui est quand même dans la main de quelques apparatchiks qui décident que, ce n'est pas du tout comme en Hongrie en 56, des groupes de droite qui disent qu'il faut s'opposer au communisme, etc., etc. C'est pas du tout, 56, c'est pas du tout 68, c'est tout à fait autre chose. Et dans la tête de beaucoup de syndicalistes européens, c'est un effondrement de la légitimité soviétique. Ah oui, ça, je suis d'accord. Je pense que c'est important de le pointer parce que la chute le Parti communiste est encore en 1981, hein, le premier, donc au moment où donc le coup d'État n'a pas encore lieu, hein, c'est en décembre que le coup d'État a lieu en Pologne. Hein, donc quand l'élection a lieu à Paris, donc, qui amène Mitterrand au pouvoir, le Parti communiste est le plus gros, enfin jusque-là, le Parti communiste est le plus gros parti de France. Avec l'effet Mitterrand, broum, le Parti socialiste prend tout, ça c'est clair. Mais jusque-là, le Parti communiste est le parti le plus important de France. Oui, et il s'effondre après.
il s'effondre aux élections cantonales de 83. À ce moment-là, Mitterrand en profite pour foutre les communistes à la porte, etc., etc. Mais c'est quand même important de se dire que l'effondrement des partis communistes vient, j'ai envie de dire, de l'effondrement de ce qui était leur implicite ou explicite, explicitement ou explicitement leur référence. Je pourrais préciser quelque chose en ce qui concerne en 1956 à Budapest. Oui. Bon, ce n'est pas le parti de droite qui ont déclenché les émeutes, l'insurrection. Ce sont tout simplement les étudiants à la suite de l'écrasement de révolte qui s'est amorcée à Varsovie. Et comme les Hongrois avaient dans leur rang, dans la guerre d'indépendance contre l'Autriche en 1848-49, il y avait un général polonais qui a combattu à côté des Hongrois. Et leurs troupes sont allées jusqu'à Vienne. C'est après par Nicolas II qui venait par derrière qui finalement ça était déclenché. Mais la suite, ce n'est pas ça. La suite, c'est que cet assemblement d'abord était interdit, puis autorisé. Moi, j'y étais aussi. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait des gens de droite qui ont essayé de récupérer ce mouvement, mais la chose n'était pas, le but n'était pas ça. Le but, c'est... Je suis d'accord. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais l'interprétation que les communistes vont dire tout autour d'eux dans les milieux syndicaux sera crue. C'est ça qui est intéressant, je dirais. C'est que quand les communistes vont dire en 56, ce n'était pas des gens du monde ouvrier qui se révoltent. Là, vous venez de confirmer que c'était bien ça, ce n'est pas des gens du monde ouvrier, et ce n'est pas du tout une histoire du Parti communiste. Tandis qu'en 68, à Prague, c'est le Parti communiste, mais les dirigeants, et alors en 81, en Pologne, c'est carrément le... c'est carrément les calotins. Disons, oui, mais on ne le savait pas. Hein. Mais pas seulement les calotins, parce qu'il y avait quand même autour, à l'intérieur de Solidarność et au sommet de Solidarność, il y avait quand même avec les calotins une intelligentsia juive, une intelligentsia, les quelques protestants qui étaient en Pologne étaient avec eux aussi. Donc je veux dire, il y avait évidemment les calotins, et là le pape s'est engouffré là-dedans, et il s'est fait une auréole, et tout ça, bon ça c'est clair. Mais le mouvement de départ, c'était simplement un mouvement ouvrier. Oui, absolument. Un mouvement de revendication ouvrière, quoi. Beaucoup plus que, effectivement, ce qui se passe en Pologne. Alors, sur Sanders, pour revenir à la troisième question de Christine, et Alexandria Ocasio-Cortez, je pense que, c'est clair que, pour la gauche américaine, c'est pour ça que je vous citais Charles Voisin, parce que si vous l'invitez, vraiment, ça va être super intéressant. Hein. Pour la gauche américaine, Ocasio Cortez est un véritable espoir. Parce qu'elle a l'air d'avoir une grille d'analyse, elle a l'air d'avoir une idéologie, elle a l'air d'avoir, je ne sais pas si elle a une structure autour d'elle, mais en tout cas, elle a des soutiens. Et elle a quelque chose comme un modèle avec Sanders. Donc, c'est possible que ça dure plus que, j'ai envie de dire, les rêves que les Européens ont faits sur Bill Clinton ou sur Barack Obama. Mais voilà, l'histoire de Sanders, c'est une histoire de quelqu'un qui est tout seul. Hein. Oui. Jusque dans les années 80, d'ailleurs, il n'est pas dans le Parti démocrate, il rentre assez tard dans le Parti démocrate. Hein. Et quand il rentre, les démocrates ne sont pas tous contents, et lui, il leur dit, si vous m'emmerdez, je m'en vais, pas déconner non plus. Et donc, ils ont besoin du sénateur du Vermont en plus, quoi, donc, et parce qu'il se fait élire. Il a une base là. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que quand on lui dit, vous êtes socialiste, il dit, oui, je suis socialiste. Au lieu de dire non, comme tous les autres, et de s'enfuir en courant, il dit, oui, je suis socialiste, et il explique pourquoi. Et donc, ça, c'est une capacité de débat, évidemment, qui est très importante.
C'est un véritable débatteur. Il est insupportable hein, comme personne. Il n'arrête pas de débattre tout le temps. Hein. Il n'est jamais d'accord avec personne. Tout ça, c'est pas du tout un consensualiste. Hein, c'est un frontal. Hein. Il y a des questions intéressantes dans la discussion. Là, la question de Daniel sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et alors aussi son commentaire, le commentaire de Daniel à propos des droits successoraux. Hein, on retrouve les inégalités fiscales. Oui, bien entendu, ça c'est clair. La planification successorale, c'est effectivement je dirais c'est de la fraude fiscale par expert. Enfin, c'est pas de la fraude, mais bon, c'est de l'optimisation, comme on dit quand on veut être gentil avec eux. Alors, sur le changement climatique, là, c'est un truc, je dirais, je pense que du capitalisme vert, ça peut effectivement trouver sa place aux États-Unis. Il me semble que les réactions de toute une série de gouverneurs, d'entreprises aussi, aux décisions imbéciles de Donald Trump ont montré qu'il y avait aux États-Unis une partie importante de la population qui était en faveur, je dirais tout simplement de la survie de l'espèce humaine, ce qui est un tout petit peu rassurant, et qui ne transparaît pas effectivement. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des investissements qui seront possibles. Oui. Et ça, on le voit en Chine aussi. En Chine, pour le moment, ils commencent à se préparer à des mesures pour s'adapter au changement climatique, enfin pour freiner les changements climatiques. Oui, et Christine, tu fais bien de rappeler effectivement que de temps en temps, il faut lire ce site pour, là, oui, tout à fait, oui, qui est d'ailleurs le retour de Jean-Claude Garot, tout à fait étonnant, comme ça, oui. Après être devenu riche, tout d'un coup, il s'est souvenu quand il était jeune, il était de gauche. Et je dirais, enfin, comme tu fais bien de le rappeler, voilà, je ne vais pas en dire plus, tu fais bien de le rappeler. Merci, c'est bien. C'était clair. Eric. Par rapport à la capacité de l'Europe dans le temps de relever ou pas le défi de trouver une place avec les F-19, etc. Et le fait de la difficulté, parce que tu as rappelé qu'on a donné le prix Nobel de la paix à Barack Obama, mais il n'y a rien à faire. Il reste un lien entre les Scandinaves, Suédois et Danois avec Stoltenberg à l'OTAN, qui ont une toute autre approche vis-à-vis de la Grande-Bretagne et des États-Unis que le reste de l'Europe, et qui explique la difficulté que nous avons aussi à travailler. Ce sont, d'une certaine manière, ce sont des sociodémocrates, mais qui sont plus directifs que nous. Hein. On le voit par exemple sur la politique de vaccination ou bien du fluor dans l'eau potable pour que les enfants n'aient pas de caries. Ou, voilà. Quand ils prennent une direction, il y a une unité et ce ne sont pas des libéraux, quoi. Mais bon, ils ont quand même une attitude ouverte vers le libre marché et les États-Unis, ils continuent à défendre ça. Et comme ils sont plus proches de l'expérience de l'Union soviétique, eux, ils sont d'une certaine manière plus éloignés des communistes que les Français ou les Italiens. Donc, oui. Je ne sais pas comment nous, on arrive à faire une synthèse et à prendre en charge, parce que tu dis l'Europe se renforce à chaque crise, elle se renforce,
mais elle reste politiquement un nain, hein, encore avec l'histoire des vaccins. Hein. Aller vers un fédéralisme européen, je ne vois malheureusement aucun politicien qui soit social-démocrate ou libéral. Ils vont tous à l'Europe parce qu'ils savent qu'en Belgique, ils n'ont aucun pouvoir. Mais il n'y en a aucun qui a une dimension et qui est prêt à pousser un projet. Et après le départ de Merkel, je ne sais pas du tout comment ça va aller en Allemagne. Oui, ça c'est clair. Alors, l'Union européenne, tu évoquais les pays scandinaves. Il ne faut pas oublier les pays d'Europe centrale, de nouveau, aussi, avec tout leur rapport très, très spécial à l'ancienne Union soviétique et à la Russie. Donc, ça, on en a un peu parlé. Tu fais bien d'avoir rappelé ces pays-là, effectivement. Mais déjà, ils ont une autre situation géopolitique que la nôtre. Hein. Les Suédois et les Finlandais, je dirais, ils partagent une frontière et une mer commune avec les Soviétiques, et même les Norvégiens, ils partagent quand même et là, bon, c'est clair que ils sont plus vite confrontés à l'ours russe, pour reprendre l'image classique de Moscou. Et c'est clair qu'avoir un grand voisin aussi encombrant, ben, forcément, ça marque. Hein, donc, c'est sûr. Mais voilà, il y a eu quelque chose de spécial avec la social-démocratie suédoise qui était avec une force terrible. Et c'est vrai qu'en même temps, tu as bien raison de rappeler la discipline, hein, de ces peuples-là. Il ne faut pas non plus qu'on oublie que l'eugénisme était pratiqué jusqu'en 1975. Hein, donc voilà, donc c'est quand même longtemps après le nazisme. Hein, je veux dire, c'est pas donc voilà. Mais je dirais l'Union européenne, c'est plus quand on regarde les décisions, je dirais, les décisions de Merkel. Quand est-ce qu'elle a pris une décision importante? Ben, j'ai envie de dire, le seul moment où elle est en porte-à-faux avec tout le monde, et elle ne le fait qu'une fois, c'est avec les migrants. Bah, oui. Et ce qui est phénoménal, hein, je veux dire, je ne suis pas en train de minimiser cet acte-là, justement, c'est l'inverse, je veux dire. Hein. Là, c'est le moment où elle est seule contre tout son parti, enfin, elle joue comme le moment où Bismarck a arrêté la guerre contre l'Autriche. Elle est seule contre tout le pays et tout son parti. Et elle explique aux gens, vous allez voir, ça va nous faire gagner de l'argent. Et les gens disent, tu es folle ou quoi? Et puis maintenant, les résultats commencent à arriver. Hein. Les politiques d'intégration par le travail, etc., d'apprentissage de la langue en utilisant le lieu de travail, etc. Enfin, on a si bien qu'ils ont des processus d'intégration qui sont drôlement plus performants que les nôtres. Hein. Et donc, c'est vrai que là, elle a vraiment mené une politique. Mais là, elle n'a pas réussi à défendre cette politique-là au niveau européen. On voit bien, c'est un échec complet sur le plan de la construction européenne. La machine européenne qui est mise en place, c'est Frontex, et on a l'impression, quand on voit Frontex, que c'est une sorte de ressucé de l'Interpol que les nazis ont fait fabriquer dans les années 30. Hein, je veux dire, on a l'impression que pour travailler à Frontex, il faut être d'extrême droite. Quand on voit ce qu'ils font sur nos frontières, c'est assez effrayant. Quoi. Je veux dire, quand on lit des trucs sur Frontex, c'est assez effrayant. Mais c'est le tout début de quelque chose qui est collectif. Et à un moment donné, il faudra bien que les hommes politiques européens s'en emparent de cette institution-là. Et à ce moment-là, il y aura peut-être au fur et à mesure des règles qui vont être imposées. Mais pour le moment, les règles, c'est les règles les plus, comment dire, les plus peureuses, voilà, vis-à-vis des migrants. Hein, donc, voilà. Mais sinon, pour le reste de la politique européenne, je suis d'accord que c'est quelque chose qui est chaque fois, comment dire, je ne sais pas si c'est le plus petit commun multiple, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais il y a des moments où on a des politiques qui se font dans un petit groupe et qui s'élargissent parce qu'elles deviennent efficaces. Schengen, hein, c'est un petit village très mignon du Grand-Duché de Luxembourg. Donc, et c'est une association qui n'est
je dirais, qui est autorisé par l'Europe, mais qui n'est pas dans les institutions européennes au départ. Et c'est grâce à l'efficacité de la machine collective que les autres rentrent dedans. Et il y a de plus en plus de pays qui rentrent dans Schengen parce que ça marche. L'euro, c'est la même logique. Alors, tu me diras, il y a justement le Brexit. Oui, mais ils ne sont jamais rentrés dans l'euro. Mais je veux dire, ça, c'est une autre logique. Et puis, là, je vous conseille de lire le bouquin de Jonathan Koo, Le cœur de l'Angleterre. Son dernier bouquin où il raconte le Brexit. Là, on voit bien que c'est ce romancier-là que je trouve formidable. Ceux qui veulent lire la description des effets concrets de la politique de Margaret Thatcher doivent lire Testament à l'anglaise de Jonathan Koo. C'est à pisser de rire. Et c'est à vomir tellement c'est odieux. Les deux en même temps. Si tu vomis et tu pisses en même temps, tu es complètement vidé. Et donc, quand il écrit Le cœur de l'Angleterre, c'est les années 2010, quoi. Et il te raconte comment, là tu vois bien qu'il a des vraies informations de l'intérieur, comment autour de David Cameron, ils étaient certains de gagner le référendum pour rester dans l'Union européenne. Et qu'ils étaient complètement déconnectés de la population anglaise. Parce qu'ils n'avaient rien compris des effets, j'ai envie de dire, de la mondialisation, des délocalisations, de la désindustrialisation. Enfin, voilà, tous ces effets-là ont été complètement oubliés. Et ils n'ont pas du tout vu qu'ils n'avaient plus aucune crédibilité aux yeux des gens. Et ça, c'est vraiment... Ben si, Christine, l'euro, c'était un exemple de réussite monétaire, figure-toi. C'est ça qui est impressionnant. Parce que quand tu regardes maintenant, il y a eu des gens qui ont, parmi les économistes, il y a des gens qui ont eu très peur au moment du Brexit. L'euro risque de se décomposer. Et puis maintenant, il n'y a plus aucun observateur des politiques monétaires des États qui dit qu'on a un risque de démantèlement de l'euro pour le moment. Ça risque de revenir. Hein, je veux dire, il y a des moments où le risque va réaugmenter. Mais pour le moment, c'est une réussite. Ça fonctionne. Tu as une unité de compte qui circule dans toute l'Europe, qui est prise en compte dans le monde entier. Moi, je suis étonné. Au début de l'euro, c'était inutile de parler de l'euro. Même quand on venait, à ce moment-là, je donnais des cours en Bulgarie. Hein, et c'était très drôle parce que si on venait avec des euros à partir de 2002, quand on les a eu en main, ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait, quoi. Alors, on a expliqué, mais 1 euro, c'est 2 Deutschmark. Ah bon, d'accord, déjà, on sait de quoi on parle, mais en même temps, ces billets-là, ils n'avaient jamais vu. Donc, ils se méfiaient, donc il fallait venir avec des dollars. Et alors, ce qui est passionnant, c'est d'observer que maintenant, quand je fais faire de la coopération universitaire à Haïti, je viens avec des euros, ils le prennent, point terminé. Et avec taux de change et tout ça, aucun problème, quoi. Alors que, je dirais, il y a encore 10 ans, je venais à Haïti avec des euros et ils me disaient « Ouais, ok, je vous prends ça contre, allez, on va dire, allez, en échange d'1 euro, je vous donne $1,5. » Ils disaient « Non, attendez, vous allez déconner un peu là. Hein, bon. » et donc voilà, mais maintenant, ça marche. Donc il y a, alors évidemment, une des réussites de l'euro, l'Europe n'est pas trop fière, enfin à Francfort, à la Banque centrale, ils ne sont pas trop fiers, c'est notamment les gros billets de 500 euros. Hein, parce que ça, c'est super pratique pour faire de l'évasion fiscale. C'est absolument génial. Maintenant, vous transportez le prix d'achat d'une maison dans un paquet comme ça. Hein, 500 euros, et hop là, vous faites un paquet comme ça, vous achetez 6 maisons. Enfin, c'est incroyable. Avant, il fallait faire des paquets énormes et tout ça. Vous voyez, les billets à la congolaise, attachés avec des élastiques, etc. Maintenant, vous faites d'une fraude. Dans un costume avec des poches un peu partout, vous transportez un demi-million d'euros sans aucun problème, quoi. On ne voit même pas que votre costume est raide. Donc, c'est aussi une des... Enfin, ça... La Banque centrale européenne n'est pas trop fière de ça. Mais ça veut dire que ça... Enfin, c'est pas ça que ça veut dire. Mais pour le moment,
l'unité monétaire fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant, je dirais, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut comparer les prix. Alors, on s'en fout, hein, parce que vous et moi, on vit à 30 km de Maastricht et à 40 km d'Aix-la-Chapelle. Qui d'entre vous, durant la dernière année, est allé faire une fois un achat dans une de ces deux villes? Personne qui bouge. Évidemment, ceux qui ont été à leur micro et leur caméra, je ne sais pas les voir. mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, je dirais, dans sa bulle linguistique. Oui, mais en même temps, les prix, on sait ce que c'est un prix, quoi, je veux dire. Hein, on sait, c'est les mêmes chiffres. Quand je veux... donc, et ça, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est de voir qu'on n'utilise pas. Alors, il y a plein de gens qui nous le disent, hein, dans Test Achat, etc. Mais pour tel type de produit, par exemple, tous les systèmes de communication audio et images, c'est beaucoup moins cher en Allemagne. Et c'est marrant que, alors évidemment, nous, c'est parce qu'on a la barrière, hein, c'est quand même les barbares teutons, etc., qui sont venus tuer nos arrière-grands-parents, etc. Bon, voilà, mais ils sont vraiment pas gentils, quoi. Bon, mais ils ont des casques à pointe et tout, voilà. Mais ben oui, moi, je ne vais pas faire des courses, je vais au terme à Aix-la-Chapelle et à Valkenburg, mais ils sont fermés. Ah oui. Avec la chapelle, c'est comme Pierre le Grand, là. Ce qui me fait, ce qui me fait douter de que l'euro soit vraiment une réussite monétaire, c'est qu'il est, bien sûr, il est international, mais il est imposé à des économies extrêmement différentes. Et donc, à des... bah, si on regarde la Grèce depuis 2010, je ne suis pas sûre que du point de vue des Grecs, ça soit tellement une réussite. Mais les Grecs étaient très fiers de rentrer dans l'euro en 2002 et on sait bien qu'ils ont pu rentrer dans l'euro parce que les experts de Goldman Sachs ont truqué les comptes de la Grèce. Hein. Oui. Tout simplement, ils ont fait croire qu'ils avaient un déficit inférieur à 3% et une dette inférieure à 60%, et ils ont complètement sous-estimé une série de dépenses de l'État grec. Voilà. Et le système de fonctionnement de l'État grec était absurde, puisqu'ils ont des dépenses militaires voilà, liées à leur concurrence avec la Turquie, alors que je pense que si les Grecs sont protégés d'une invasion par les Turcs, ce n'est certainement pas par leur armée. Hein, voilà, donc, et c'est plus par l'armée américaine que par l'armée grecque. Et alors, il y a l'Église orthodoxe, je n'ai pas besoin de faire un dessin, qui est propriétaire de je ne sais combien de pourcents qui ne paye pas de taxes du territoire et qui ne paye pas d'impôts. Donc voilà, c'est juste un système, je dirais, quasi impossible à faire tenir dans une économie de marché généralisée telle que, effectivement, celle des pays d'Europe du Nord, comme Eric l'a rappelé, ou les nôtres d'Europe occidentale, et même les pays d'Europe du Sud. Hein, voilà, donc, parce qu'on a bien entendu le racisme anglais sur les pigs, hein, les Portugal, Italie, Grèce, Espagne, mais voilà, c'était pas du tout les mêmes raisons, c'était pas du tout les mêmes questions de déstabilisation autour de 2010. Hein, donc c'était tout à fait autre chose. Et l'euro a tenu. Et l'euro a tenu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Allemands ont joué un jeu très agressif vis-à-vis de la dette grecque. Ça, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, il n'y a qu'à demander à Éric Toussaint, il connaît mieux ça que moi. Les Allemands ont joué un jeu très, très agressif vis-à-vis de la dette grecque, mais malgré tout, le fait que ça devait tenir, ça a marché. C'est un peu ça, tu vois, Éric, que je veux dire. C'est un petit peu comme si chaque fois qu'on fabrique une institution, elle tient, et quand il s'agit de la démanteler, les gens disent attendez, vous êtes fous, quoi, vous vous rendez compte de ce qui. Parce que c'est ça qui était en jeu à un moment donné. Hein. C'était.
qui est-ce qui avait repris le titre d'une discussion à ce moment-là? Je crois que c'était après une visite de la garde en Grèce, quelqu'un qui disait il faudrait qu'il y ait un adulte dans cette pièce. Tu vois? Ben oui, Varoufakis, oui. Le livre de Varoufakis auquel répond le livre d'Éric Toussaint. Oui. Capitulation entre adultes. Oui. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est... Je dirais, au moment où Thomas Schaub, le ministre allemand des Finances, a dit « Bon, ben c'est fini, qu'ils sortent de l'euro », les gens lui ont dit « Attends, tu te rends compte du processus qu'il faut mettre en route, tu te rends compte de ce que ça veut dire, tu te rends compte de... si tu te rends compte, alors tu te tais. Si tu ne te rends pas compte, c'est que tu es fou et on ne t'écoute plus. Point, terminé. Boum. Et la logique, c'était ça, quoi. Et je dirais, c'est ça qui fait que l'Europe, j'ai presque envie de dire malgré elle, est en train d'avancer. Mais à l'échelle de l'histoire du monde, ça avance lentement. Enfin, ça avance lentement à notre échelle à nous, hein, puisque la plupart d'entre nous, nous naissions au moment où on fabriquait l'Union européenne en 1957, hein, le marché commun. Effectivement, ça n'avance pas vite, mais à l'échelle de l'humanité, c'est extraordinaire. Hein. Comment est-ce que Bismarck a réussi à faire l'Allemagne? Parce qu'en 1832, à peu près, on fait le Zollverein. Hein. Et alors, c'est ça qui est drôle, parce que l'Union européenne, c'est la logique allemande du Zollverein. Hein. C'est exactement ça. Hein. Et dans la tête de Schuman et de Monnet, c'est ça qu'ils font. Hein. Ils se disent comment est-ce qu'on arrête ces guerres de fous furieux aux mains dépendants des marchands de canons, etc. Comment est-ce qu'on les arrête? Mais en faisant un Zollverein, on va faire un Zollverein. Tu vas voir, à la longue, ça va marcher. Évidemment, le Zollverein est terminé par Bismarck. Hein. Bon, ça, mais voilà, mais c'est ce qui est moins agréable. Mais en même temps, il le fait en évitant une guerre générale en Europe à Bismarck. Bismarck, moi je trouve que c'est un des plus grands stratèges d'Europe, je dirais, des 1000 dernières années. Hein. Je peux même remonter à 2000. Je dirais, non, parce que je veux dire, il n'y a pas de stratège de cette dimension-là, sauf peut-être Marc Aurèle. Quoi. Mais ce n'est pas un vrai stratège, c'est quelqu'un qui défend une frontière qui est là. Donc voilà, mais au moins, il sait qu'il faut la défendre. Mais sinon, Bismarck, c'est quelqu'un qui a sorti une phrase que j'ai envie de rappeler à tous les gens qui vont faire les affaires étrangères. Il a dit, il y a un seul ennemi que l'Allemagne ne peut pas se permettre, c'est la Russie. Quelle que soit notre situation, jamais, jamais, jamais on ne va se mettre la Russie à dos. Le connard de Guillaume, le Kaiser Guillaume, a fait la guerre à la Russie. Il a perdu la guerre, pas à cause de la Russie, vous avez remarqué quand même, ça, parce que là, Lénine a fait la paix à Brest-Litovsk, mais il a épuisé ses hommes et il les a foutus en colère. Et comme il y a eu la révolution russe, alors là, on est dans l'enclenchement spartakiste que Christine a rappelé tout à l'heure. Mais après, quand Hitler l'attaque directement, il va se planter dans les plaines. Hein. Il y a un truc qui me paraît clair quand on essaye d'envisager, même en termes de droits humains, etc., nos relations avec la Russie, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un ennemi. Là, c'est un voisin désagréable, il fait des bruits qu'on n'a pas envie d'entendre, des cris des gens qu'on torture, on n'aime pas, etc., ça empêche de dormir, mais c'est un voisin, il est là. Il est là. Et voilà, il faut faire avec. Et on ne peut pas s'imaginer, on ne peut même pas faire comme avec Trump en se disant il y a quand même un océan qui nous sépare, on va les laisser se démerder entre eux, ils ont choisi le connard, ils l'ont, voilà, tant pis. Mais avec les Russes, on ne peut pas se dire ça. On vit à côté d'eux. Et les Allemands ont besoin de leur gaz. Si on n'a pas envie que les Allemands recommencent à faire des centrales nucléaires. Et les Allemands ont décidé qu'ils n'en feraient plus, pour terminer. Et donc voilà, et je trouve que Bismarck, de ce point de vue-là, c'est génial. Il a fait plein de guerres et chaque fois, il s'est arrangé pour n'avoir qu'une petite partie des Européens contre lui. Et il termine l'Allemagne. Et il fabrique ça après avoir humilié les Français et avoir dit aux Français, et surtout, rassurez-vous, je ne vais pas écraser la France. Hein? Je m'arrange juste pour que
les gens de gauche à Paris sont furieux sur les gens de Versailles, hein, qui sont de droite. Je m'arrange juste pour foutre la merde. Je m'arrange juste pour vous foutre une dette que vous allez payer pendant 30 ans, hein, puisque vous connaissez la négociation entre Bismarck et Thiers, hein, puisque Bismarck dit: je vais vous faire payer une dette de guerre de 5 milliards de marks. Or, Thiers dit: je n'ai pas cet argent-là. Ce n'est rien, c'est rien. J'ai des banquiers dans la pièce à côté, vous allez signer avec eux, vous allez voir, aucun problème. Vous leur remboursez pendant 30 ans, ou bien vous n'avez plus aucun crédit sur le système bancaire mondial. Et les Français obligés de signer, etc. Voilà, les tiers signent. Voilà, et pour démanteler ça, il faudra des années à Guillaume II pour arriver à démanteler le réseau que Bismarck avait fabriqué dans des rapports de force. C'est un mec. Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est un mec d'extrême droite. Il se définissait lui-même comme d'extrême droite, hein. Il était furieux contre le roi de Prusse parce qu'il avait fait des concessions à la démocratie. Donc, hein. Mais c'est lui qui invente la sécurité sociale. Ah oui. Pour couper l'herbe sous le pied aux socialistes, hein. Pas du tout parce qu'il est de gauche, hein. Parce qu'il se dit: si je veux empêcher les socialistes de gagner, il faut que je fasse ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Hop. Enfin, on a l'impression qu'il fait de l'aïkido, cet homme-là. Chaque fois qu'il a un adversaire, hop, il l'utilise, il prend sa force et boum. C'est à mourir de rire, Bismarck. Enfin, non, ce n'est pas à mourir de rire, pas vrai. Il a tué beaucoup de gens quand même, hein, mais Oui. Ce n'est pas Mohandas Karamchand Gandhi, hein, donc c'est pas la même logique. Mais je trouve que comme homme politique d'envergure, c'est une véritable remise en question, quoi. Je dirais, Napoléon et Hitler sont des connards qui se sont mis tout le monde à dos en 15 ans. Donc c'est pas des stratèges, c'est des tacticiens, quoi. C'est à court terme. Ils ont tout fait à court terme. Et lui, son machin tient, et une fois qu'on le fout dehors, il faut encore quasiment 30 ans à Guillaume II pour réussir à avoir la guerre. Voilà, bon. Tout ceci pour revenir à parler de la Russie et de la construction européenne. Donc, voilà. Mais alors, ce sur quoi tu as raison, Eric, c'est de dire qu'il y a un énorme problème, et c'est avec l'Union européenne, ce n'est pas avec les Américains, c'est vraiment de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne est définie dans l'OTAN. Et c'est comme ça que tu as commencé ton intervention, et c'est vraiment important pour la comprendre, parce qu'un État, jusque maintenant, c'est le monopole de la violence, c'est-à-dire que c'est une armée qui empêche les autres armées de venir sur son territoire. C'est ça que ça veut dire, hein, le monopole de la violence. C'est une armée qui empêche les autres de venir faire de la violence sur son territoire. Et le problème ici, c'est que l'Europe n'a pas de monopole de la violence. Qui protège les Européens contre un danger éventuel? Et tout un temps, les gens ont cru que la Russie l'Union soviétique était un danger éventuel, ce qui n'est pas du tout prouvé, hein, je veux dire. Ce qui les protège, c'est le parapluie nucléaire américain. Point terminé. Et l'Union européenne maintenant est tout le temps, quand ils négocient sur une politique européenne de sécurité, de défense, etc., ils sont tout le temps pris entre leur solidarité atlantiste et donc le besoin qu'ils ont que les Américains fassent des dépenses à leur place, et le fait que c'est d'abord une machine économique et ce n'est pas une machine de guerre. Et donc c'est passionnant d'observer comment ils ont toujours peur de leur ombre quand ils commencent à parler de faire une indépendance, j'ai envie de dire, militaire de l'Europe. Ils ont peur de leur ombre, c'est la panique. Tous les gens qui s'y connaissent, je dirais, en théorie militaire, hein, je veux dire, c'est... Voilà. Oui. Bon, on est loin de Biden et de la pauvre oui. Gorman. Non, presque. Oui, mais il y a des liens, hein, on n'y est pas arrivé comme ça en sautant. Ben voilà, je crois que on a évidemment pas du tout épuisé le sujet, mais épuisé la soirée peut-être. Hein. Donc, encore merci à Pierre Vorians, parce que
à à chacun de ces développements, on sent qu'il y a énormément de réflexion derrière. Voilà. Donc, à bientôt. En fait, à lundi pour la journée des droits des femmes. Ouais. Nous avons le soir une rencontre autour de l'IVG, autour du droit à l'IVG, et tout particulièrement en Argentine, les développements récents en Argentine, avec l'intervention d'une militante pour l'avortement, qui est également poète, oui. Tu as vu que Bérangère Marquez Pereira, professeure à l'Université de Bruxelles, vient d'écrire au CRISP un bouquin sur les politiques d'IVG en Europe. Ça vient de sortir, donc tu connais. Mais moi, je vais l'interviewer pour un de mes cours la semaine prochaine, donc ce sera après le 8 mars. Donc, mais effectivement, ça vaut la peine de l'inviter. C'est vraiment une femme super intéressante. Hein. Oui, absolument. En fait, nous comptons élargir avec ce bouquin et avoir aussi une petite présentation sur l'histoire de l'accès à l'avortement en Belgique. Oui. Et elle connaît très bien l'Amérique latine aussi. Ah bah oui, voilà. Ben, ça sera pour un autre 8 mars parce que oui. Pour lundi, c'est un peu tard. On n'est pas obligé d'attendre le 8 mars pour parler des femmes. Hein, ben oui. Non, évidemment. Voilà. Ben voilà, bonne soirée, bonne fin de soirée. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonsoir.